petit point d'actu avant d'attaquer ce tips. Je vous rappelle la révélation des femmes de santé qui se tiendra le 21 mai à 14h30 à Sant'Expo sur l'Agora de la FHF. Voilà, donc si vous êtes Sant'Expo, n'hésitez pas à passer. Et puis nous, de toute façon, on y sera les 3 jours, donc on se croisera. Une nouvelle, un afterwork qui va se dérouler à Lyon le 5 juin, qui vient d'être calé pour les Lyonnaises. Et je vous rappelle, le prochain tips d'Isabelle Bonnefou sur le sommeil le 12 juin 2025. Voilà. Eh bien, écoutez, on va attaquer. Donc, merci à Emeline de nous faire partager toutes ces informations là, sur les SOPK. Donc, Emeline, elle est chef de projet depuis 15 ans, formatrice et consultante en santé des femmes en entreprise. Elle est également patiente chronique et engagée. Elle est vice-présidente depuis 4 ans, vice-présidente bénévole de l'association SOPK Europe et militante active pour la reconnaissance du syndrome des ovaires polykystiques. Elle vient d'obtenir brillamment son DU en démocratie en santé à la faculté de médecine de la Sorbonne. Et Emeline a axé ses travaux de recherche sur le sujet réseaux sociaux dans l'espace public et démocratie sanitaire, développement et limites de la pérédance et de l'expertise autoproclamée dans l'évolution de la reconnaissance du syndrome des ovaires polykystiques. J'espère que j'ai tout bien dit correctement. Et dans ce cadre, elle participe au groupe de travail du collectif Femmes de Santé, Infodémie et Mes Informations en Santé, dont l'ambition est d'élaborer le premier livre blanc dédié à l'impact de la mésinformation dans le domaine de la santé des femmes. Emeline est également membre du PEPR Santé des femmes, santé des couples de l'INSERM. En tant que patiente partenaire, elle œuvre pour améliorer la prise en charge des patientes et sensibiliser le monde du travail aux enjeux de santé féminine. Voilà, merci beaucoup Emeline. Écoute, je te laisse la parole. Merci beaucoup Delphine. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie en fait aujourd'hui de vous présenter ce tips. Je remercie le collectif pour cette invitation et puis surtout cette opportunité de vous parler aujourd'hui de mon sujet préféré, le SOPK, que je connais plutôt bien parce que j'en suis atteinte, mais pas que, aussi parce que je représente les patientes depuis quelques années, que c'est mon sujet de recherche. Donc 15 minutes, c'est pas beaucoup de temps pour parler d'une pathologie aussi complexe. Et en plus, je suis très bavarde. Donc c'est parti, je vais partager mon écran et je vais lancer la présentation. Alors, par contre, je regarde comment je fais. Sélectionner un onglet à partager. Sinon, tu avais ma présentation, Delphine. Là, je ne la trouve pas quand je fais partager. Mais ouais, mais tu l'avais, la dernière version. Parfait, c'est ça. C'est bien elle, je te dirai sinon quand il faut passer à la slide suivante. Parfait, merci beaucoup. Désolée pour ce petit problème technique, je ne sais pas ce qui s'est passé, les aléas du direct. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des personnes là parmi les participantes qui connaissent le SOPK. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie déjà, c'est important de le dire, qui porte très mal son nom. Parce que ce n'est pas une maladie des ovaires, ni même une maladie gynécologique. C'est une maladie endocrinienne chronique et évolutive, c'est-à-dire une maladie hormonale. Il y a un dérèglement hormonal en fait chronique qui produit des symptômes, tous les symptômes de la pathologie, dont l'aspect folliculaire et micropolycystique des ovaires à l'imagerie médicale. Ce qu'il faut savoir sur cette pathologie, c'est que la science, en fait, aujourd'hui, ne permet pas de savoir, ou plutôt d'affirmer, en fait, ce qui le produit. Ce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux études conduites par l'INSERM, c'est que les causes de cette maladie, elles sont génétiques, épigénétiques et environnementales. Donc, la génétique, on serait peut-être porteuse d'un gène qui n'a pas encore été isolé. L'épigénétique, c'est l'expression de nos gènes. Et environnemental, c'est le fait qu'on le sait aussi. Alors, je fais signe à Catherine Azoulay, d'ailleurs, qui regarde. C'est que les perturbateurs endocriniens, par exemple, vont avoir un effet sur l'expression des symptômes chez les patientes ou leur aggravation. Donc, voilà, ça, c'est le facteur environnemental. C'est une maladie qui touche environ une femme sur 7. Ça, c'est la prévalence mondiale.
Il n'y a pas d'études de prévalence qui ont été faites en France, mais si on applique cette prévalence mondiale, ça représenterait entre 2,3 et 2,5 millions de Françaises. Il y a des pays où la prévalence a été estimée plus importante, notamment l'Inde, par exemple, où il y a quasiment une femme sur 5 qui serait diagnostiquée, enfin qui serait atteinte par le SOPK. Du coup, forcément, c'est le trouble hormonal le plus courant, le plus fréquent chez la femme en âge de procréer. C'est aussi la première cause d'infertilité dite primaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire primaire? C'est-à-dire pour la première grossesse. Et donc, ce qu'on lit en filigrane, là, c'est aussi que c'est une des premières raisons pour lesquelles les femmes sont comment dire, envoyées en AMP quand il y a un désir de grossesse qui ne se concrétise pas au bout de 6 mois à 1 an d'essai infructueux. Ce qu'il faut savoir pour le SOPK, c'est que cette infertilité, donc déjà l'infertilité et la stérilité, c'est pas la même chose. Je tiens vraiment à avoir un discours très rassurant là-dessus. L'infertilité, elle est réversible. On est plutôt bien prise en charge pour ce symptôme. Et surtout, statistiquement, les femmes qui sont diagnostiquées d'un SOPK ont le même nombre d'enfants que les autres femmes. On met juste plus longtemps à les avoir, c'est-à-dire qu'en général, on devient mère plus tard dans notre vie que les autres femmes, mais statistiquement, on a le même nombre d'enfants. Pour autant, malgré tout ça, jusqu'à 70% des cas de SOPK ne seraient pas diagnostiqués. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas une maladie nouvelle. On en parle beaucoup plus depuis quelques années, mais elle a été identifiée pour la première fois en 1935. Donc voilà, c'est pas nouveau. On va en parler de plus en plus, notamment grâce au collectif Femmes de Santé qui donne la parole aux patientes. Mais ça reste un sujet trop peu connu, je pense. Et aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif, ni même suspensif, ni même dédié pour le SOPK. Delphine, si tu veux, on peut passer sur la slide suivante pour la présentation. Donc là, en fait, on a un visuel. Ce qu'il faut savoir pour le SOPK, c'est que en absence de traitement dédié ou spécifique, justement, les symptômes sont pris en charge un par un en fonction de la gène exprimée par la patiente. Et ces symptômes, ils vont évoluer tout au long de notre vie. Et en l'absence de traitement curatif, bien entendu, on porte la pathologie toute notre vie. On pourrait croire en fait que le SOPK à la ménopause, ça y est, on est tranquille, on est tiré d'affaire. Mais non, au contraire, sur cette image qui est réalisée par l'INSERM, mais je vous donnerai le lien à la fin de la présentation vers une page dédiée à l'état de l'art des recherches qui ont été conduites sur le sujet. On voit des symptômes qui évoluent après la ménopause vers un risque de maladie cardiovasculaire et de diabète de type 2. C'est ce qui fait notamment que chez SOPK Europe, l'association dont je m'occupe, on n'a pas peur de dire depuis plusieurs années maintenant que le SOPK, c'est un sujet de santé publique. On parle beaucoup de diabète, de maladies cardiovasculaires en santé des femmes. Ce sont des pathologies qui sont en fait secondaires au SOPK et le risque est accru chez les personnes qui sont diagnostiquées. Souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui suivez ce type en direct ou en replay, on entend parler du SOPK beaucoup à travers le prisme de l'infertilité. Effectivement, c'est ce qui interpelle l'opinion publique. On voit encore beaucoup la santé des femmes à travers le prisme de la maternité, de la natalité. Enfin, c'est aussi ce qu'on voit, ce qu'on entend dans le discours politique. Mais l'impact du SOPK chez les personnes qui en sont atteintes, il est bien plus vaste et surtout, il y a des implications cliniques conséquentes. Voilà, l'acné, la pilosité excessive, la chute des cheveux, il y a les douleurs, perte ou prise de poids, la fatigue et il y a un impact psychologique. Si on passe à la slide suivante, on voit là vraiment l'impact de ces symptômes qui dégradent la qualité de vie des patientes et qui vont avoir un sérieux impact sur leur santé mentale. On n'a pas de peine finalement à deviner qu'il y a finalement chez les patientes, comme pour toutes les maladies chroniques d'ailleurs, une inégalité des chances, une incidence sur la vie professionnelle. On a beaucoup parlé de santé des femmes en entreprise cette année avec le collectif. Ça fait partie des facteurs qui devraient être pris en fait en compte pour les femmes en entreprise. Faut aussi savoir que pour la prise en charge actuelle du SOPK, on va en parler après, les patientes sont pas très satisfaites aujourd'hui de la prise en charge. Ça les rend très vulnérables, très fragiles, notamment face à la mésinformation. Donc les symptômes du SOPK. Il y a les signes d'hyperandrogénie, donc qui vont être cliniques. Alors par exemple, on parle d'acné adulte. Alors je ne parle pas du petit bouton qu'il peut y avoir à l'approche des règles, même après les 35 ans, ça arrive encore. Non, je ne parle pas de ça, je parle d'une acné adulte qui va persister. L'hyperpilosité, c'est un signe d'hyperandrogénie. Donc là, pareil,
pas les poils sur les avant-bras ou les poils sur les mollets dont on se débarrasse à l'approche de l'été, c'est pas ça du tout. Je parle vraiment d'une pilosité qui est perçue comme excessive par la patiente et surtout qui va se loger sur des zones dites masculines. Je pense notamment au visage, les joues, le menton, ici sur le torse, sur les épaules, sur le ventre. Enfin voilà, ça c'est quand même des choses qui sont très mal vécues par les patientes. Il y a aussi une perte des cheveux, une alopécie androgénique qui peut être un signe d'hyperandrogénie vécu par les patientes diagnostiquées d'un SOPK. Là, c'est pareil. C'est pas la chute de cheveux saisonnière, qu'on peut observer à l'automne ou, la chute de cheveux du postpartum où il y a soit une perte de cheveux importante, quelques semaines, après l'accouchement qui finit par se résorber. Heu, Là, en fait, on est sur une perte chronique et diffuse, plutôt marquée sur les tempes, d'ailleurs. Donc ça, c'est important d'aller voir le dermatologue pour les femmes qui sont sujettes, à ce type de perte de cheveux. On voit des troubles de l'ovulation, des cycles anovulatoires, ou irréguliers et chez le SOPK, souvent, on voit des cycles qui sont très longs, hein, qui s'allongent 45 jours ou plus. On peut même tomber sur des phases d'aménorrhée, c'est-à-dire un arrêt des règles, voilà, les règles qui s'arrêtent pendant quelques mois, même s'il y a pas de grossesse, donc ça, c'est pas vraiment bon signe. On peut avoir une perte ou une prise de poids. Dans l'imaginaire collectif, la femme qui a un SOPK, c'est une femme qui est en surpoids et ça, c'est vraiment une image qu'il faut essayer de combattre parce que, dans la réalité, la moitié des patientes, atteintes d'un SOPK, comme en population générale, seraient en surpoids. En fait, c'est pas un critère de diagnostic, le surpoids et surtout le SOPK, ça s'améliore pas spécifiquement, ou ça se guérit pas en perdant du poids, hein. Longtemps, il y avait cette idée, en tête dans l'imaginaire collectif, et ça, c'est faux. Aussi, on voit des ovaires, augmentés de volume à l'imagerie médicale. Elle porte mal son nom, cette maladie. Il n'y a pas de kyste sur les ovaires. C'est des follicules, en fait, qui sont des ovules en cours de développement, qui sont en surnombre et qui sont logés, sur les ovaires parce qu'il n'y a pas eu d'ovulation. Et puis, ensuite, on parle il y a aussi, l'infertilité en manifestation, invisible du SOPK. On voit encore beaucoup trop de patientes qui sont diagnostiquées du SOPK au moment de leur entrée en AMP. Elles ont arrêté leur pilule, elles ont essayé d'avoir un bébé. Au bout de 6 mois, 1 an, pas de grossesse. Elles sont orientées en AMP et là, on diagnostique un SOPK. Et ça, c'est difficile parce qu'on voit des patientes qui ont 35 ans et plus, qui ont finalement des symptômes depuis un long moment de leur vie et puis finalement qui ont enfin une explication à ces symptômes. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose, qui arrive encore trop régulièrement. On peut passer à la slide, suivante. Ces manifestations cliniques du SOPK, elles sont utilisées, pour le diagnostic, mais pas que. Les symptômes, en fait, ne suffisent pas à établir ce diagnostic. On voit, en fait, aussi beaucoup de patientes, qui parlent de SOPK alors qu'elles ont juste fait une échographie qui montre des ovaires riches en follicules. Enfin voilà, la personne qui a fait l'échographie parle d'ovaires, riches en follicules et elles comprennent qu'elles ont un SOPK. Non, comme on l'a vu plus tôt, le SOPK, c'est une maladie endocrinienne. C'est pas juste une question d'état, des ovaires. C'est plus subtil. En fait, on peut avoir des ovaires d'aspect multifolliculaire et pas de SOPK. Donc, pour le diagnostic, alors la première chose, je le précise, s'il est bon de le faire, mais on ne s'auto-diagnostique pas d'un SOPK ni de n'importe quelle maladie, mais surtout, voilà, on s'auto-diagnostique pas, parlez-en autour de vous, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. On va d'abord faire, c'est un diagnostic qui se fait en 2 étapes. Donc, il y a d'abord un diagnostic d'exclusion. Ça doit être réalisé par un médecin, un gynéco ou endocrino souvent, qui va d'abord éliminer les autres pathologies qui ont des symptômes, communs au SOPK. Je pense notamment à l'hypothyroïdie qui va pouvoir, provoquer, une fatigue, ou une prise de poids, l'endométriose qui provoque des douleurs, l'hyperprolactinémie, le syndrome de Cushing et cetera. Donc tout ça, on va vérifier qu'il n'y a pas ça chez la patiente. Et ensuite, s'il n'y a pas ça, on va se pencher sur les critères dits de Rotterdam, qui ont fêté leurs 20 ans en 2023. C'est toujours aux dernières recommandations internationales, les critères qui sont utilisés pour, établir un diagnostic de SOPK. Donc, ces critères, c'est des cycles irréguliers et ou anovulatoires. Donc irréguliers, moins de 21 jours ou plus de 35 jours. On ne parle pas d'un cycle, isolé, hein. C'est des cycles qui se répètent, qui ont ce schéma-là, très long ou au contraire très court. Les signes d'hyperandrogénie clinique, on en a parlé, et ou biologiques, c'est-à-dire qu'à la prise de sang, on va avoir une testostérone libre élevée. Donc, on peut avoir un excès de testostérone à la prise de sang et pas de signe d'hyperandrogénie et inversement, hein. Vous voyez, c'est très subtil.
Le dernier critère, c'est des ovaires riches en follicules à l'échographie. Donc, ce n'est pas 5 ou 6 follicules en trop sur l'ovaire, hein, c'est bien 20 ou plus pour que ce soit valable comme critère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux dernières recommandations internationales, on peut aussi, pour éviter de faire une imagerie médicale des ovaires, pour éviter de faire une échographie, on peut aussi faire un dosage de l'AMH, l'hormone antimullérienne qui donne, on en parle un peu plus ces dernières années, un état en fait de la réserve ovarienne. Donc voilà pour les critères de diagnostic. Et pour diagnostiquer un SOPK, il faut 2 de ces 3 critères. J'ai oublié de préciser aussi que normalement, ce diagnostic, on le fait. Il y a des conditions de vie où on le fait pas. Normalement, c'est 8 ans après après le début des premières règles. Parce que souvent chez les adolescentes, c'est possible qu'il y ait un cycle un peu dérégulé. Voilà, c'est très courant. Et de même, normalement, on ne le fait pas pendant l'année qui suit une naissance ou l'année qui suit un arrêt de pilule parce que c'est un moment où le cycle est un petit peu déréglé également. Ensuite, quel traitement aujourd'hui pour le SOPK? Alors ça, je l'ai dit, ce n'est pas une maladie des ovaires, ce n'est pas non plus une maladie de l'hygiène de vie. On lit parfois sur les réseaux sociaux, bon ça je connais parce que c'est l'objet de mes recherches, ou sur un ouvrage très à la mode qui nous parle de courbe de glycémie, etc. Qu'en mangeant mieux, on arrange le SOPK, ça s'arrangeait. L'hygiène de vie, de manière générale, c'est utile pour la santé, mais ce n'est pas un traitement pour le SOPK. Et puis surtout, ce n'est pas que l'alimentation. Il y a aussi la gestion du stress, l'élimination des perturbateurs endocriniens dans l'environnement, la gestion du sommeil, l'activité physique, etc. Tout ça, ça va contribuer à une santé globale. Et ça renforce l'efficacité des traitements si des traitements sont mis en place. Mais bon, en général, ça ne suffit pas à améliorer le tableau clinique chez les patientes qui ont un SOPK. Donc, en cas de désir de grossesse, là, on en a parlé, il y a une prise en charge en AMP. Pour le SOPK, on est plutôt bien pris en charge. Petite problématique qui s'ajoute sur la qualité des ovocytes, mais voilà, comme je vous disais, en général, on a des bons résultats. C'est un moment où on est plutôt bien accompagné. Pour le reste, bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, les patientes ne sont pas vraiment satisfaites de la prise en charge actuelle. Elle adresse les symptômes un par un, ce qui alourdit le parcours de soins, la charge mentale pour les patientes. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas d'ALD aujourd'hui pour le SOPK. C'est-à-dire qu'il y a un reste à charge important, un reste à charge financier important pour les patientes. Donc la prise en charge, aujourd'hui, la pilule œstroprogestative, ça reste la première ligne thérapeutique préconisée pour le SOPK aux recommandations internationales. Un traitement anti-androgène si la patiente présente des signes d'hyperandrogénie qui vont l'handicaper dans sa vie quotidienne. Si elle présente une résistance à l'insuline, on va traiter comme un prédiabète finalement. Si elle présente de l'acné, elle va être envoyée chez le dermatologue. S'il y a un souhait de perte de poids, elle peut aller voir un diététicien ou une diététicienne. S'il y a de l'acné ou perte de cheveux, elle va aller voir le dermatologue, etc. Et puis, on recommande aussi un suivi psychologique parce que tout ça, c'est un peu difficile à vivre. Mais vous voyez, c'est quand même un parcours de soins qui est assez lourd. Il y a vraiment des rendez-vous médicaux qui vont se multiplier et qui vont être à charge d'organisation et à charge financière de la patiente. Pour terminer, quelques chiffres. Pourquoi mieux comprendre et diagnostiquer le SOPK? Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est crucial. Je vous laisse en prendre connaissance de ces chiffres. Je vais juste commenter le risque de cancer gynécologique qui est accru pour les patientes. C'est surtout pour le cancer de l'endomètre. Forcément, sur les périodes d'aménorrhée, on va avoir un endomètre qui va vraiment avoir tendance à s'épaissir. Et ça, aujourd'hui, on sait que c'est un facteur de risque. Et les TCA, alors oui, comme il y a une emphase sur l'alimentation et la perte de poids qui est encore assez importante, nous, malheureusement, et ça, on le voit à l'association dont je m'occupe, on voit beaucoup de patientes qui vont développer des troubles de comportement alimentaire, notamment des tendances à l'orthorexie, malheureusement. Donc voilà, c'est important d'être très vigilant. Parmi les risques aussi auxquels sont exposées les patientes, il y a un risque de décrochage médical qui est important, malheureusement. Aujourd'hui, on voit encore des discours et des connaissances inégales selon les professionnels de santé. Il y a encore beaucoup aussi, malheureusement, de grossophobie médicale qui n'est pas très encourageant pour les patientes qui vont arrêter de consulter. Elles ressentent aussi un manque d'écoute. Et souvent, alors ça, c'est les études que j'ai conduites pour mon mémoire de DU, 85% des patientes vont faire plus confiance à une autre patiente en la paire aidance qu'aux professionnels de santé qui les a diagnostiquées. Donc ça, c'est assez inquiétant.
on voit beaucoup d'isolement, de mal-être chez les patientes. Il y a plusieurs explications. Manque de reconnaissance générale de cette maladie, impact sur la qualité de vie, pour en citer que quelques-unes. Et puis, on voit aussi que les patientes sont très sujettes, très vulnérables à la désinformation, à la mésinformation. Enfin, on voit beaucoup de comptes de coaching, d'accompagnement en tout genre non réglementés, hein, notamment via les réseaux sociaux, qui s'engouffrent un petit peu dans cette faille de risque et puis de vulnérabilité des patientes. C'est notamment, on en a parlé au début, les raisons pour lesquelles je fais partie du groupe de travail Mes informations en santé du collectif et que je poursuis mes travaux de recherche sur le sujet. Quelques ressources pour terminer. Le lien vers la formation, le b.a.-ba du SOPK avec le collectif. Mon LinkedIn, il y a également, j'ai mis le lien vers, j'ai été invitée sur une émission pour France 3 il y a quelques semaines qui est disponible en replay. Le site de l'association, le LinkedIn de l'association, la page dédiée au SOPK de l'INSERM. Et puis, si vous souhaitez en prendre connaissance, c'est un peu long, c'est beaucoup de lecture, mais les recommandations internationales qui sont pour l'instant disponibles uniquement en anglais, mais qui sont, je pense, la Bible aujourd'hui pour la prise en charge du SOPK sur le dernier lien de cette slide. Je ne sais pas si j'ai tenu le timing. Ah, j'ai un petit peu dépassé. Oui, c'est pas grave, pas grave. Merci beaucoup, Emeline, pour toutes ces informations. Le PowerPoint qui a été présenté, on vous l'enverra hein, pour que vous puissiez avoir accès directement à toutes les infos. Est-ce que vous avez des questions à poser à Emeline? Oui, Catherine. Ouais, merci beaucoup, Emeline. Super topo, magnifique. Moi, j'ai une question quand même, c'est que j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de l'association SOPK Europe quand même, un petit peu. Merci. Bien sûr, merci beaucoup Catherine pour ces retours, ça me touche beaucoup. SOPK Europe, c'est une association que je vice-préside bénévolement depuis 4 ans. On mène des actions de sensibilisation, de lutte contre la désinformation. On travaille aussi avec les professionnels de santé justement pour maintenir au maximum ce lien hein, entre les patientes et les soignants qu'on peine aujourd'hui malheureusement à maintenir. Donc on s'adresse aussi bien aux professionnels de santé qu'aux patientes. Et puis aussi, on milite pour la reconnaissance du SOPK. Alors ça, c'est pas évident, mais on essaye au maximum on a eu plusieurs audiences gouvernementales pour interpeller sur ce sujet de santé publique et les conséquences sur la vie professionnelle des patientes, les conséquences sur notre système de santé. Donc voilà, ça fait partie de nos missions, oui. On n'est pas de trop, justement. Il y a pas mal de choses à faire sur le SOPK, c'est beaucoup de travail. Mais on va y arriver. C'est uniquement national ou international? Alors, nous, on travaille avec l'association anglaise, on travaille avec l'association américaine PCOS Challenge, on travaille avec l'association italienne. On a une antenne en Belgique également. Donc voilà, on travaille au maximum. Je pense que le SOPK, de toute façon, c'est quand même un sujet de santé mondial. Enfin, voilà, je suis très heureuse d'ailleurs de travailler avec PCOS Challenge sur ce sujet, mais on voit que d'un pays à l'autre, finalement, les difficultés de prise en charge, les difficultés éprouvées, ressenties par les patientes sont les mêmes, mais voilà, c'est un sujet de santé publique mondial quand même, surtout. Enfin, voilà, on parlait des complications, des pathologies secondaires. C'est vraiment. Et pour autant, il y a les mêmes problématiques, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement des symptômes adressés un par un. Bon, voilà. Et est-ce que tu sais, merci beaucoup hein, pour la présentation, Emeline. Est-ce que tu sais si dans les autres pays, c'est mieux reconnu? Parce qu'en France, on parle beaucoup de l'endométriose, moins du SOPK. Est-ce que tu connais un peu le positionnement dans les autres pays? Écoute, Question alors, piège. Oups. mieux reconnu, écoute, pas forcément en fait. Enfin, aux États-Unis, et je vois, voilà, pourtant PCOS Challenge, c'est une association qui a été fondée, il me semble, en 2008. Hein, donc c'est quand même très. Nous, c'est 2018. On avait. Des fois, je dis qu'on avait 10 ans de retard, mais non, faut pas le voir comme ça. Mais
puisque SOPK Europe a été fondée en 2018. Mais on reste sur les mêmes problématiques. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, effectivement, pour l'AMP, et encore, il y a des pays où l'AMP est à la charge des patientes, où c'est pas pris en charge par le système de santé. On a cette chance en France quand même. Mais voilà, les symptômes, on voit les mêmes retards de diagnostic. Enfin, on voit, je pense, les mêmes problématiques. Les patientes qui se sentent pas écoutées, qui vivent mal le fait que justement cette maladie soit pas reconnue. Enfin, ça, on le voit vraiment à SOPK Europe. On peine à faire reconnaître l'impact que ça va avoir sur notre vie, en fait. Donc voilà, ça fait partie vraiment de. Je pense que c'est assez courant par rapport au SOPK, et je pense que de manière générale, il faut qu'on milite pour une meilleure prise en charge. Ce qui est important, c'est, je pense, nous, on milite pour une meilleure reconnaissance du SOPK, mais aussi pour plus de fonds alloués à la recherche scientifique pour qu'on puisse comprendre cette pathologie qui n'est pas nouvelle du tout, en fait. C'est ça le sujet, en fait, le SOPK. On en parle plus depuis quelques années, mais ça fait un petit moment, en fait, que ça a été identifié. Et par rapport peut-être à un point de vue global sur la pathologie, normalement, comme les recommandations internationales qui ont été rédigées par des chercheurs du monde entier quand même, qui ont travaillé tous en collaboration, ont été rédigées, normalement, au fil du temps, ça devrait contribuer à une meilleure prise en charge pour tout le monde. Mais bon, ça, c'est pas évident. Bon, puis après, il y a aussi un sujet plus global de santé des femmes qui, là, va dépendre aussi des pays. En Europe, il y a une étude qui s'appelle Speriomed for Health qui est en cours. Je fais partie du panel consultatif de patientes qui teste l'association de 3 molécules en microdosage pouvant être proposées en première intention pour éviter de prendre la pilule, notamment chez les jeunes femmes. Mais bon, ça prend du temps, les études. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que on aura de résultats. On espère que ça va fonctionner. Il n'y a pas eu de cohorte en France, mais il y a 17 cohortes dans 9 pays d'Europe pour cette étude et d'autres études qui sont conduites. Merci. D'ailleurs, je présente ce tips. Il y a un papier qui est sorti il y a quelques jours, justement, l'a partagé sur le LinkedIn de l'association sur les études conduites par l'INSERM, notamment par l'équipe Paolo Jacobini, qui est sortie et qui est assez prometteuse, notamment sur ce que la science a permis de démontrer sur les souris. Après, à voir si sur les humaines, c'est très différent, mais bon, sur les souris, on voit qu'il y a 2 phases de développement du SOPK et qu'on arrive à réverser une partie des symptômes. Donc, à voir, mais les études sont assez. Voilà, on a bon espoir qu'un jour, on trouve une solution, en tout cas. Merci, Emeline. D'autres questions? Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Emeline, on pourra les faire passer. Merci beaucoup. Si vous voulez plus d'informations sur les SOPK, sachez que, comme l'a dit Emeline tout à l'heure, elle présente une offre de formation via HCAN, le collectif. Donc, vous pouvez aller voir sur le site internet. Il y a 4 formations qui permettent d'en savoir plus sur ce syndrome et de pouvoir également avoir des informations sur comment accompagner les patientes. Merci beaucoup. Merci, Emeline. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, Delphine. Et puis, à très bientôt. Merci. Bye. Bonne journée. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.